Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai déjà présenté quelques modules qu'on pouvait retrouver dans les centrales de traitement d'air, mais il en manque encore un pour être complet. Ce sont les récupérateurs de chaleur. Un petit peu comme ce récupérateur à roue qui est disponible à l'entrée de l'école à Scarbeck. C'est une espèce de grosse roue bien massive. Si vous venez jouer un petit peu avec, vous remarquez à quel point c'est lourd. Et sur la première moitié de la roue, on récupère la chaleur. Sur l'autre moitié, on la restitue. Mais c'est pas le seul type. Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment les autres fonctionnent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut espérer comme récupération de chaleur? Je vous propose de le découvrir dans cette vidéo. Ok, reprenons depuis le début. Pour renouveler l'air d'un bâtiment, il faut insuffler de l'air traité par une centrale de traitement d'air dans ce bâtiment, mais il faut également assurer l'évacuation de l'air vicié. Représentons schématiquement ce que nous venons de dire, en analysant le phénomène d'un point de vue énergétique. En hiver, nous amenons l'air froid de l'extérieur dans une centrale de traitement d'air, afin de le traiter et de l'amener à une température et une humidité acceptables pour les conditions visées dans un bâtiment donné. Ensuite, nous reprenons purement et simplement cet air, pour lequel nous avons investi diverses ressources énergétiques et matérielles, nous l'amenons à un système d'extraction et nous le rejetons directement dehors. L'analyse serait exactement la même en été, saison pour laquelle nous refroidirons l'air et autant dire que nous jetons l'argent littéralement par les fenêtres à coups de grosses liasses bien dodues et que cette façon de faire est impensable dans le contexte normatif actuel. On est en train de se demander... Pourquoi? Du coup, reprenons à nouveau les choses depuis le début, mais cette fois-ci, tâchons de faire les choses comme il faut. La centrale de traitement d'air a amené l'air à des conditions acceptables pour notre bâtiment. Pour assurer le renouvellement d'air de ce bâtiment, nous reprenons l'air intérieur par un ventilateur d'extraction. Mais cette fois-ci, plutôt que de chauffer les oiseaux extérieurs avec, nous le ferons passer par un système de récupération de chaleur. Ce système permettra d'amener l'air à des conditions moins extrêmes à l'entrée de la centrale de traitement d'air, ce qui nous permettra donc d'en sous-dimensionner les différents modules et l'air rejeté aura ainsi cédé une partie de sa chaleur. Cette configuration peut prendre plusieurs formes et implique souvent de penser l'extraction et la pulsion d'air ensemble, si bien que l'on parlera alors de groupe double flux, puisque les CTA, munis d'un récupérateur de chaleur, contiennent souvent et le ventilateur de pulsion amenant l'air traité, et le ventilateur d'extraction amenant l'air dont l'énergie, déjà investie quelques instants auparavant, peut être récupérée. Parce que c'est notre projet! Voyons quelles sont nos options. Les récupérateurs de chaleur les plus répandus dans l'esprit populaire sont probablement les échangeurs à plaques, car c'est ceux que l'on retrouve en grande majorité dans les petits groupes de ventilation domestiques. Pour des types de récupération similaires, il existe aussi des batteries de récupération et des caloducs. Les récupérateurs à régénération constituent une catégorie à part de récupérateurs de chaleur car leur impact sur les grandeurs de l'air le traversant n'est pas tout à fait le même que pour les modèles cités précédemment. Enfin, nous aborderons également le recyclage qui, lorsqu'il est possible à mettre en place, constitue la récupération énergétique la plus radicale et la plus efficace. Commençons donc gaiement par l'échangeur à plaques. Ce récupérateur de chaleur est un bloc constitué d'une espèce de millefeuille entrelaçant un flux dont on souhaite récupérer la chaleur d'une part et un autre flux bénéficiant de cette chaleur d'autre part. L'étude thermodynamique des échangeurs de chaleur nous apprend que le fait de croiser les flux permet de récupérer un maximum de chaleur lors de ce transfert. Installer ce type de récupérateur implique presque systématiquement de monter les ventilateurs de pulsion et d'extraction en un seul et même groupe de ventilation à double flux et de bien observer que le croisement fera dévier le débit d'un flux vers le bas, tandis qu'il transite dans l'échangeur, alors que l'autre flux sera dévié vers le haut. Ces récupérateurs sont très reconnaissables par leur absence de pièces mobiles et par leur forme généralement en losange ou en hexagone. Pour des raisons de facilité de maintenance, puisqu'ils ne contiennent aucune pièce mobile, il s'agit des récupérateurs que l'on installe presque systématiquement dans les groupes de ventilation domestiques, mais on en trouve également dans les grands groupes de ventilation desservant des grands bâtiments publics ou industriels. Analysons rapidement le comportement physique de l'air lorsqu'il traverse ce nouveau module de notre centrale de traitement d'air, devenu maintenant un groupe de ventilation à double flux. Celui-ci ne sera pas différent d'une simple batterie chaude pour l'air neuf venant de l'extérieur, étant réchauffé par ce récupérateur, ou d'une simple batterie froide pour l'air extrait cédant sa chaleur au sein de ce récupérateur. Dès lors, en hiver, l'air neuf passera d'un point 1,
extrait froid en entrée du récupérateur à un point 2 plus chaud et sans changement d'humidité absolue en sortie du récupérateur à plaque, comme s'il était passé par une batterie chaude. L'air extrait, quant à lui, passera d'un point 3, présentant les caractéristiques physiques visées à l'intérieur du bâtiment, à un point 4, plus froid, après avoir cédé sa chaleur, comme dans une batterie froide, éventuellement même avec une part de condensation. Dans certains cas, les plaques étant très fines pour favoriser l'échange thermique, il arrive même que cette eau condensée dans le récupérateur gèle. Il n'est alors pas rare de mettre en place un clapet de bipasse qui fera recirculer temporairement l'air extrait directement sur l'air soufflé pour dégeler ces condensats givrés dans le récupérateur de chaleur à plaque. L'installation d'un récupérateur à plaque implique que l'agencement de l'installation aérolique des lieux à ventiler permette facilement d'installer les ventilateurs de pulsion et d'extraction à proximité l'un de l'autre. Ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'une récupération énergétique est souhaitée alors qu'une distance est inévitable entre le système de pulsion d'air traité et le système d'extraction, il est possible d'envisager l'installation de batteries de récupération. Celles-ci sont en tout point identiques aux batteries hydrauliques que nous avons déjà vues et dimensionnées jusqu'ici, si ce n'est qu'elles sont alimentées par aucune chaudière, pompe à chaleur ou machine frigorifique. Elles sont simplement reliées entre elles par des conduites, une pompe et une vanne motorisée 2 voies ou 3 voies, comme sur ces croquis. Il ne fait aucun doute qu'il est préférable d'éviter cette configuration lorsque cela s'avère possible, puisqu'elle implique un surcoût à l'installation des conduits et accessoires entre les deux batteries, mais également un investissement en maintenance lié à l'utilisation de pompes et de vannes motorisées qui constituent des pièces mobiles qui peuvent s'user. Comme pour les récupérateurs à plaque, ce système de récupération d'énergie fera passer l'air neuf froid en hiver d'un point 1 à un point 2, alors que l'air extrait, chaud, passera d'un point 3 à un point 4 avec possible condensation après avoir cédé sa chaleur. Enfin, les caloducs proposent une troisième alternative permettant de mettre en place le même type de traitement sur l'air. Il s'agit de blocs contenant des tubes fermés sur eux-mêmes et véhiculant un fluide spécifique présentant la particularité de facilement se vaporiser et ou de condenser aux températures exploitées. Ainsi, l'air dont on récupère la chaleur fera chauffer ce fluide piégé, ce qu'il fera monter dans son bloc hermétique jusqu'à un point où il se refroidira en cédant sa chaleur à l'air froid venu de l'extérieur. Encore une fois, ce système de récupération d'énergie fera passer l'air neuf, froid en hiver, d'un point 1 à un point 2, alors que l'air extrait, chaud, passera d'un point 3 à un point 4 avec possible condensation après avoir cédé sa chaleur. Les récupérateurs à régénération proposent un traitement d'air légèrement différent. Il n'est plus ici seulement question de récupérer la chaleur de l'air extrait avant de le rejeter dehors, mais également d'en exploiter l'humidité. Pour ce faire, nous utiliserons des matériaux à forte capacité d'absorption d'humidité, ce sont nos accumulateurs à régénération qui donnent leur nom à ce type de récupérateur. Il est possible d'envisager une exécution statique de ce système, sans aucun élément mobile. Dans un premier temps, un volet central est positionné de manière à amener l'air neuf sur un bloc accumulateur ayant déjà accumulé chaleur et humidité précédemment, ce qui permettra à l'air de se chauffer au contact de ce bloc statique qui ne bouge pas. Pendant ce temps, l'air extrait passe par un second bloc accumulateur statique dans le but de le charger en chaleur et en humidité. Dans un deuxième temps, le volet pivotera et fera passer l'air neuf par le bloc statique qui vient d'accumuler de la chaleur et de l'humidité, tandis que le bloc ayant précédemment cédé toute sa chaleur se voit réchauffé par l'air extrait, etc. L'évolution des grandeurs physiques de l'air au travers de cet échangeur est différente de celle présentée jusqu'ici. Il y aura également transfert d'humidité cette fois. L'air neuf, froid en hiver, passera donc d'un point 1 à un point 2, plus riche en enthalpie et en humidité absolue, tandis que l'air extrait, plus chaud, passera d'un point 3 à un point 4 où il aura perdu son enthalpie et son humidité absolue. Ce genre de récupérateur présente donc une récupération plus intéressante que les simples récupérateurs sans échange d'humidité, mais il faut s'assurer que toutes les zones desservies par l'air traité présentent les mêmes qualités d'air souhaitées et qu'il n'y a pas de risque de contamination par transfert d'humidité. Dans la pratique, il est assez rare d'avoir recours à des accumulateurs à régénération statique. Cela s'avère souvent trop volumineux et une solution beaucoup plus compacte mais similaire sur le principe existe. C'est le récupérateur à roue. Cette fois-ci, c'est le matériau constituant la roue qui est accumulateur de chaleur et d'humidité. La roue absorbera alors chaleur et humidité de l'air extrait sur une moitié de son parcours,
pour ensuite les céder à l'air neuf incident sur l'autre moitié. Les évolutions des grandeurs caractéristiques de l'air seront alors les mêmes que pour l'échangeur à régénération statique. L'air neuf, froid en hiver, passera donc d'un point 1 à un point 2, plus riche en enthalpie et en humidité absolue, tandis que l'air extrait, plus chaud et plus humide, passera d'un point 3 à un point 4, où il aura perdu en enthalpie et en humidité absolue. Notons que, contrairement au récupérateur à plaque, ce récupérateur à roue n'implique aucun croisement des flux. Il y a donc clairement une ligne d'extraction et une ligne de pulsion présente dans le groupe de ventilation à double flux ainsi créé. Ces récupérateurs sont d'ailleurs assez caractéristiques et facilement reconnaissables, et plus compacts que les échangeurs à plaque. Pour tous les récupérateurs présentés jusqu'ici, la performance de la récupération mise en place peut être appréciée à l'aide de deux critères aux consonances similaires mais aux significations bien différentes. Le premier critère sera le rendement thermique, lequel établira le rapport entre l'écart d'enthalpie réellement obtenu dans l'échangeur et l'écart d'enthalpie maximal que l'on pourrait espérer en théorie. Le second critère sera l'efficacité thermique, laquelle établira le rapport entre l'écart de température réellement obtenu dans l'échangeur et l'écart de température maximale que l'on peut espérer en théorie. Dans tous les cas, l'évolution réellement obtenue sera celle observée entre le point de départ 1 de l'air extérieur et le point d'arrivée 2. Alors que l'évolution idéale sera celle inatteignable dans la pratique, observée entre le point de départ 1 de l'air extérieur et le point d'arrivée 3, auquel on n'arrive finalement jamais puisqu'il s'agit au final du point d'air dont on part avec l'air extrait. Le recyclage constitue la forme la plus catégorique et efficace de récupération énergétique. En effet, l'idée n'est plus ici de passer par quelque matière intermédiaire que ce soit, mais de carrément reprendre une partie de l'air extrait du bâtiment pour le remélanger tel quel avec de l'air venu de l'extérieur. Tant que la quantité minimale d'air hygiénique nécessaire est directement puisée de l'extérieur et que les qualités d'air des différents locaux du bâtiment desservi ne posent pas de problème de contamination, cette technique peut être envisagée. Le seul composant à annexer, localement ou sur le réseau de ventilation à nos groupes de pulsion et d'extraction, sera un caisson de mélange gérant le débit d'air directement repris de l'intérieur du bâtiment et le débit pris de l'extérieur. Ainsi, l'air extérieur E passera dans la centrale de traitement d'air pour recevoir les traitements nécessaires. Il sera soufflé à des points de consigne S, potentiellement supérieurs aux consignes visées dans les locaux pour en vaincre les déperditions par exemple. Ensuite, l'air sera extrait aux caractéristiques A et partiellement mélangé à l'air extérieur E pour finalement délivrer un air mélangé M aux caractéristiques moyennes obtenues entre les deux états E et A par pondération des débits massiques en jeu. Dès lors, pour déterminer le point de mélange M souhaité sur le diagramme psychrométrique qui présente deux dimensions, il nous faut fixer deux caractéristiques physiques. Encore une fois, c'est Lavoisier qui nous proposera une solution. Rien ne se perd, rien ne se crée. Un bilan de masse, établissant que l'humidité absolue du mélange M doit bien venir de quelque part, nous permettra de trouver l'humidité absolue XM du mélange sur base des humidités absolues des deux débits mélangés et au prorata de ces mêmes débits. Par ailleurs, ce qui marche pour la masse marche aussi souvent pour l'énergie, ce qui nous permettra de trouver l'enthalpie HM du mélange par le même type de relation. Amigos, amigas, bien le bonjour, Gudendak. L'heure est grave. Je vous propose de veiller à la récupération énergétique de l'exemple développé jusqu'ici, pour lequel nous avions développé une centrale de traitement d'air. Pour une situation hiver d'abord et pour une situation été. On va essayer d'améliorer les trois cas de centrale de traitement d'air qu'on a développé jusqu'ici. L'hiver avec humidification adiabatique, que vous voyez présentement, l'hiver avec humidification vapeur, mais également la CTA été. On va voir comment on peut améliorer tous les composants avec une récupération énergétique. Alors je vais vous proposer ici le détail pour le recyclage, parce que c'est peut-être l'élément pour lequel il y a le plus de chipotage, de calcul à faire, alors que les récupérateurs comme le récupérateur à roue, le récupérateur à plaque, les caloducs et les batteries de récupération, au final, si le fabricant vous propose une certaine efficacité ou un certain rendement, vous n'aurez qu'à traiter ce récupérateur de chaleur comme une batterie de chauffe ou de refroidissement, suivant qu'on soit en été ou en hiver, ce qu'on récupère est donc plus frais ou plus chaud suivant la saison.
Et vous n'aurez qu'à le traiter comme une batterie qui vous amène au delta T que vous pourrez trouver avec la température de l'air extrait et l'efficacité ou le rendement annoncé par le fabricant. Donc ils sont vraiment assez simples à analyser. Le mélange, il faut un petit peu plus chipoter. Alors commençons avec notre cas de centrale de traitement d'air en hiver avec humidification adiabatique. Donc je rappelle, on chauffait, on humidifiait adiabatiquement, donc petite gouttelette d'eau, évaporation, suivant une isenthalpique parce qu'on considère qu'il est bien isolé, et puis schlaf, on réchauffe encore une fois. Qu'est-ce qui se passe si on mélange? Imaginons que je reprenne mes caractéristiques ici. L'idée c'est qu'on va mélanger quoi? Même si on a soufflé plus chaud, pour vaincre des déperditions et qu'on a fait en tout air, l'air qu'on récupère, l'air extrait A, aspiré, c'est plus logique, hein. A comme extrait bien sûr. L'idée c'est que cet air il est extrait aux caractéristiques de confort qu'on visait. Donc typiquement dans cet exemple, j'avais lu 38 kJ par kg d'air sec d'enthalpie et 7,5 g par kg d'air sec d'humidité absolue. Et je vais mélanger cet air avec de l'air qui vient directement de l'extérieur. J'ai quand même une quantité minimale à apporter. Alors le prorata des deux, ça va être quoi ici? Pourquoi je peux faire un recyclage dans ce cas-ci? Déjà de 1 parce que ce sont tous des bureaux, donc ce sont des qualités d'air standards. J'ai pas de risque de contamination de l'un par rapport à l'autre. Si par exemple j'avais des bureaux et une salle blanche totalement à maintenir dans des conditions hygiéniques spécifiques, j'aurais pas pu mélanger les deux airs. Interdit. Ça va. Pareil si j'avais par exemple les bureaux d'une centrale nucléaire, on va éviter de mélanger tout ce qui est extrait du nucléaire avec les bureaux et recracher de l'air peut-être nucléaire sur la tête des gens. Ça fait pas bon genre. Mais ici tout est standard, tout est dans la, en tout cas tout est dans la même qualité d'air, même type d'air, et donc je peux tout à fait remélanger. On va remélanger à quel prorata? Ce qui fait aussi que je peux recycler, c'est que j'avais ici surdimensionné mon débit. Je rappelle comment ça se fait que j'ai plus que ce dont j'ai besoin hygiéniquement. On avait 10 personnes par bureau, 20 m3 par heure par personne et 5 bureaux. J'avais donc un minimum hygiénique pour le renouvellement d'air, norme 13779, qui a été mise à jour, mais je ne me souviens jamais du nouveau nom de la norme pour l'instant. Par rapport à ces 1000 m3 par heure que je devais apporter aux gens, j'en ai apporté 3507. Pourquoi? Parce que je voulais tout faire avec de l'air, mais je ne pouvais pas souffler à plus de 10 ou 15 degrés suivant la saison. Et donc cette limitation de température de soufflage m'a amené à dire, si je ne peux pas amener de l'air assez chaud, j'amènerai plus d'air à la température maximum qu'on m'a fixée. Et c'est comme ça qu'on en était arrivé à amener 3507,84 m3 par heure, alors que j'en avais besoin que de 1000. La bonne nouvelle du coup, c'est que les 2507,84 qui sont en trop, je peux les recycler en fait. Je peux les reprendre et leur faire refaire un tour de manège bouclé sur eux-mêmes, pourvu que j'amène en permanence 1000 m3 par heure qui eux viennent bien de dehors et qui serviront au débit hygiénique, le débit vraiment neuf nécessaire pour les personnes. Donc cet air-ci, venant de dehors tout neuf, j'en ai besoin de 1000 m3 par heure, alors que cet air-ci, j'en ai besoin de 2507 pour arriver à ce débit total qui m'avait permis de vaincre mes déperditions en solution tout air. Alors c'est parti. Le mélange entre les deux va être un point forcément à une moyenne entre les deux. Il y a moyen de le faire graphiquement, de dire qu'il va être plus proche graphiquement de l'élément dont on a le plus de débit. Donc ici il sera plus proche de A et à un rapport 2,5 sur 3,5 plus ou moins, puisque le débit total c'est 3,5 et on prendra 2,5 de ceci. Mais le graphique, vous voyez un petit peu ma qualité de dessin, moi j'aime pas trop, moi j'aime bien faire ça de manière indiscutable par formule, et c'est une bête formule de moyenne au final. L'enthalpie du mélange, sur base du bilan d'énergie, ce sera le débit aux conditions A massique, avec son enthalpie A, plus le débit B avec ses conditions B d'enthalpie, sur le débit total. Ça c'est vraiment un bête calcul de moyenne pondéré par les débits. Et si je fais ça, bon voilà, mes caractéristiques ici, j'ai bien 0, attention c'est 0 pour les caractéristiques, j'ai mis A et B, j'aurais pu mettre A et E, bref, vous avez un débit pour une caractéristique et un débit pour un autre, ok, 38 je vais en prendre ici 2500 mètres cubes par heure à ces caractéristiques-ci, alors que j'en prends 1000 à ces caractéristiques-là, sur le débit total, et ça me donne
une enthalpie de 27,17 kJ par kg d'air sec. Ça c'est une première chose, je sais sur quel oblique il est, mais je ne sais pas où je suis sur l'oblique. C'est un diagramme à 2 dimensions, donc si je veux fixer le point M précisément, il me faut un deuxième critère, et c'est le bilan de masse qui va me le donner. Quelle est l'enthalpie, non pas l'enthalpie, quelle est l'humidité absolue XM de mon point? C'est exactement la même formule, sauf que cette fois-ci c'est une moyenne pondérée par les débits des humidités plutôt que des enthalpies. Si je développe le calcul, on est à une moyenne entre 2 et 7,5 pondérée par 2500 plutôt par ici et 1000 plutôt par là. Donc si je refais le calcul de moyenne, paf, 5,93 grammes par kilogramme d'air sec. J'ai deux caractéristiques, donc je sais précisément situer mon point M sur le diagramme. D'ailleurs, si vous faites l'exercice, ici je les ai fait bien gros, bien écartés, etc. À l'échelle, si vous le dessinez sur le diagramme psychrométrique, le point M sera un peu plus ici, proche de A, que réellement comme ça au milieu, comme je l'ai dessiné. Le point de mélange est défini, et du coup, la bonne nouvelle, c'est que puisque donc on a pris une partie d'air extérieur ici à l'entrée de la centrale de traitement d'air aux conditions de moins 5 degrés et 80% d'humidité relative, mais que j'ai repris aussi 2500 m3 directement des bureaux et que je l'ai mélangé, pof, avant de le mettre dans la centrale de traitement d'air, l'excellente nouvelle du jour, c'est que mes composants ne vont plus devoir faire le grand Z ici qui était dessiné, mais je vais devoir chauffer à partir d'ici. Donc la batterie ici, la première batterie qui faisait ce grand traitement, pouf, je vais juste devoir faire un petit traitement ici. Humidification pareil, j'ai plus toute cette oblique à faire, mais j'aurai ce petit morceau d'oblique à faire. Par contre, je vois déjà que la batterie de post-chauffe, la dernière, celle-ci, elle aura le même traitement. Elle, rien ne va changer par rapport au fait qu'il y ait recyclage ou non. Voici donc nos caractéristiques moyennes, c'est parti pour la suite. Sous-dimensionnons nos composants grâce au recyclage. Alors, on va commencer par la batterie de préchauffe. On a dit que du coup on devait partir du point M jusqu'à ici et plus du point E. On commence à notre point de mélange. Et l'idée c'est que la physique n'a pas changé entre temps. La puissance délivrée par un serpentin, ça reste le débit fois le delta H que je dois fournir à l'air. Du coup ici je lis mes différences d'enthalpie. Si je reprends les exercices précédents, je voulais arriver à 28 et maintenant je pars de 27,17 à mon point de mélange. C'est là qu'on voit que mon dessin il n'est pas hyper à l'échelle. S'il était vraiment aussi proche, il serait vraiment quasiment confondu. D'ailleurs, ça va m'amener à une puissance ridicule de 0,99 kW. C'est vraiment rien du tout. Quasiment 1 kW. Pour vous donner un ordre de grandeur, un radiateur standard dans une pièce plus ou moins standard de 15 mètres carrés dans une habitation, il se situe souvent entre 1 et 2 kW. Donc c'est comme si je mettais un petit radiateur dans la centrale de traitement d'air ici. C'est vraiment rien du tout. Alors, humidification maintenant. L'humidification, elle va aussi être plus petite. Et pareil, la physique n'a pas changé entre temps, donc ça reste un débit calculable par le débit massique d'air fois delta X. Je développe mon calcul avec le fait que je pars non plus de 2 grammes par kilogramme d'air sec, mais de 5,93 pour arriver à 7,5. Pouf. Et donc, patate, il me faut 6,55 litres d'eau par heure dans mon humidificateur adiabatique, qui est le débit final d'évaporation que j'espère obtenir. Les gouttes d'eau qui vont réellement s'évaporer et rejoindre le mélange d'air humide, il faudra que j'injecte encore un petit peu plus avec ma pompe qui va faire recirculer ces gouttes d'eau dans l'humidificateur adiabatique. Et enfin, le dernier composant, c'est le même qu'avant, il change pas. Ok pour cette configuration, maintenant on va voir ce qui se passe pour ma CTA avec humidificateur vapeur. La bonne nouvelle c'est que puisque peu importe que j'y arrive avec une CTA avec humidificateur vapeur ou une CTA avec humidificateur adiabatique, j'arriverai aux mêmes conditions de confort et donc j'ai les mêmes points A et points E et donc j'ai le même point de mélange. La différence cette fois-ci c'est que je vais devoir considérer mon point de soufflage ici puisque je vais devoir arriver non plus du point E jusqu'au point de soufflage mais du point M et cette fois-ci c'est pas simplement la dernière batterie comme précédemment qui va être impactée, c'est ma batterie de préchauffe et mon humidificateur vapeur, ils vont tous les deux changer. Je vois ici que je vais devoir partir de M, zwip, aller ici et puis pouf sur le point de soufflage S. Alors, c'est y part. On chauffe d'ici cette fois-ci pour notre batterie de préchauffe et notre humidificateur va ensuite faire le job. Donc je choisis de commencer par l'humidificateur vapeur, ok.
pareil, la physique n'a pas changé, c'est mon débit massique d'air QM fois le delta X que je veux, donc ça au final c'est le même que précédemment, hein, ça n'a pas changé par rapport à la vidéo CTA hiver, sauf que cette fois-ci, encore une fois, c'est 6,55 litres d'eau par heure directement, sous forme de vapeur obtenue. Et cette fois-ci, encore une fois, je peux essayer de quantifier l'enthalpie que je dois donner à la vapeur pour que ça marche, et là, surprise, patatras, je trouve un peu moins, même beaucoup moins cette fois-ci que les 2500 kJ que la vapeur d'eau a naturellement à 100 degrés pression atmosphérique. Je suis un peu dans la merde. Une vapeur d'eau à 100 degrés n'aura jamais cette enthalpie-là, elle aura toujours plus. Alors de là, notre récupération est, si on veut, trop efficace. Je sais que ma vapeur me permettra toujours d'obtenir mieux. Donc c'est pas grave, je sais que je pourrais continuer avec ma vapeur à 100 degrés, seulement je viendrai jouer avec ma régulation sur la puissance que je donnerai à mon chauffage et à la quantité de vapeur injectée pour pouvoir quand même faire en sorte de maintenir la température finale que j'obtiens. Je sais que de base ici, ma vapeur obtiendra plus que ce qu'il me faut, 1593. Donc c'est théorique. On sait que la vapeur aura plus que cette enthalpie là au final et qu'on pourra réguler en injectant plus ou moins ou en influençant la batterie de préchauffe avant. La batterie de préchauffe justement, hop, elle est ici, toujours une puissance de QM fois delta H, débit massique fois la différence d'enthalpie à opérer de part et d'autre du traitement. Et cette fois-ci, je lis que je dois arriver de 27,17 à 50,50 en enthalpie. Et donc ça me fait une puissance de 27 kW pour ma batterie de préchauffe. Il reste plus que la CTA été à redimensionner avec recyclage. Alors là, attention, pas se laisser avoir par l'enthousiasme, en été on n'avait pas le même surdébit pour plusieurs raisons. On a des apports qui étaient différents de nos déperditions et en plus notre écart de soufflage n'était pas le même non plus, ce qui nous avait amené à un débit de 2677,90 m3 par heure au lieu des 1000 m3 par heure hygiénique qui aurait suffi en théorie. Et donc je n'ai plus un surplus de 2500 ED, j'ai un surplus cette fois-ci de 1677,90. Sachant qu'en hiver, la batterie froide ici va obtenir ce traitement là, et puis on va réchauffer pour quitter le 100% d'humidité et rejoindre le point de confort quelque part ici. Alors le point de mélange, cette fois-ci l'extérieur il est plus chaud, ok, il est ici, moi je lis 65 kJ et 13,7 grammes sur le diagramme psychrométrique à main levée, donc sur un diagramme papier. Et je sais que je veux arriver, on rappelle qu'il y aura des apports, donc je veux arriver un petit peu avant, parce que je sais que les apports vont encore me chauffer jusqu'à mon point de confort. Et donc j'ai un point d'arrivée ici de confort qui est à 45 kJ d'enthalpie et 8 grammes d'humidité absolue. Pareil, pouf, on vient faire le mélange entre les deux, pondéré par les débits, donc c'est de nouveau la même formule, hein, ici général avec des points A et B, mais on remplace avec les A et E selon nos besoins. Et donc je viens faire une moyenne avec 1000 m3 à 65 kJ, donc le débit hygiénique est vraiment pris de l'extérieur directement aux conditions les plus défavorables finalement. Et le surplus, 1677,9, qui lui sera potentiellement repris directement de l'intérieur aux conditions qui nous intéressent, 45 kJ, divisé par le débit total, pouf. On arrive donc à un point de mélange qui sera à 52,47 kJ par kg d'air sec. On fait pareil pour l'humidité absolue, et patate, 10,13 g par kg d'air sec. On a donc notre point de mélange. Et pareil, plutôt que de refaire tout ce traitement depuis l'extérieur, on va le commencer depuis le point de mélange, et donc faire zwip, zwip, zwip. On voit que ça va être le même délire, le dernier élément il va pas changer, il n'y a que la batterie froide qui va changer, avec la puissance froide à investir, et les condensats que ça va occasionner et faire ruisseler sur le serpentin qui sera froid. C'est parti. On commence par la batterie froide, zoup, j'ai ce traitement-ci en bleu plutôt que le précédent complet ici. Alors pour sa puissance, c'est toujours le débit massique d'air à faire passer dedans et la différence d'enthalpie que je vais lire dessus sur le diagramme psychrométrique. Et du coup, moi je lis qu'on part de 52,47 sur mon point de mélange pour arriver ici à un point à 30 kJ par kg d'air sec. Je calcule donc une puissance de 19,55 kW. Ça c'est pour ma puissance froide, la puissance à extraire de l'air. Et pour les condensats, l'eau qui va ruisseler dessus, parce que je vois bien que je me balade sur le 100% d'humidité et que je suis en train de perdre des grammes d'eau, ça veut dire qu'il y a des gouttelettes qui quittent le mélange, j'ai atteint le point de rosée, ça condense.
Et on voit ici, de nouveau même formule, QM fois delta X, pouf, qu'on part de 10,13 et qu'on va arriver ici à un 8, les 8 grammes qu'on avait déjà précédemment. Et donc, on doit prévoir de pouvoir évacuer 6,67 litres d'eau par heure en récoltant ce qui ruisselle sur le serpentin de cette batterie froide. Et le dernier élément, batterie de post-chauffe, ça n'a de nouveau pas changé. Alléluia. On va faire un petit bilan. Il est peut-être temps de conclure en beauté sur cet exemple que je vous resserre à toutes les sauces depuis plusieurs vidéos. On avait ce bilan-ci précédemment. Centrale de traitement d'air finale, sauf que cette fois-ci, on va voir ce qui a changé avec le recyclage. Il y avait deux possibilités, soit humidification vapeur, soit humidification adiabatique, et on avait ces valeurs-ci. Qu'est-ce qui change ici ? Alors, première chose, dans tous les cas, mes batteries de préchauffe peuvent être sous-dimensionnées. J'étais à une trentaine de kilowatts ici et à environ 45 kilowatts ici. Maintenant, je suis passé dans ce cas-ci d'une trentaine de kilowatts à environ 1 kilowatt. Vous imaginez la puissance économisée ici, c'est vraiment phénoménal. Alors, suivant les cas, on va la laisser à 1 kW ou on va la mettre un peu plus élevée en sachant que la régulation la fera toujours tourner au plus bas. Il se peut même qu'on se dise qu'on n'en ait pas besoin. Dans certains cas, suivant les clients, suivant les négociations, etc., on va peut-être même se dire que pour 1 kW, on va zapper la batterie ici. Elle n'en vaut pas la peine. Et ici 46 à 27, là elle est clairement plus négligeable, il faut la mettre, mais elle est quand même bien inférieure à ce qu'on avait précédemment. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Nos besoins en humidification, on passe d'une vingtaine de litres par heure à, dans les deux cas, 6 litres et demi par heure. Dans un cas, encore une fois, par évaporation indirecte et tout le tralala, ou dans un cas par injection directe. Mais là, encore une fois, on est au tiers, quoi, quasiment. Hein. On est 3 fois moins, on a besoin de 3 fois moins d'eau grâce au recyclage. C'est quand même pas rien sur une année. Je ne sais pas si vous imaginez les quantités phénoménales que ça peut représenter. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on va encore avoir le traitement de l'été qui va s'améliorer. Donc ma batterie froide ici va être sous-dimensionnée d'une trentaine de kilowatts, on passe à 19,55, donc une petite vingtaine de kilowatts. Là aussi j'ai économisé un tiers de la puissance, c'est vraiment pas négligeable, tout ça en ayant pris la peine de se demander, tiens, est-ce que plutôt que de rejeter l'air que j'ai déjà traité dehors brutalement, est-ce que je le récupérerai pas en partie? Chose qui a été permise ici parce que j'avais plus de débit que le minimum hygiénique requis. Et donc ici, on voit l'apport du recyclage. Si vous voulez travailler en tout air, avec des écarts de soufflage, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. En tout cas, le recyclage ici nous permet d'avoir la meilleure récupération énergétique. On peut aussi en avoir des bonnes avec des récupérateurs à plaque ou à roues ou d'autres. Mais si on n'a pas des trop grosses différences de qualité d'air sur les locaux à desservir, et qu'on a des surplus de débit potentiel, si on veut faire en tout air, le recyclage est vraiment une bonne option. C'est tout pour les vidéos montrant la base, je dirais, de ce qu'on peut faire avec les centrales de traitement d'air. J'espère que ça vous a plu, et pour la suite des aventures, on va attaquer tout ce qui est installation hydraulique et régulation. Ciao!